Bonsoir à toutes et à tous, merci d'être restés avec nous et bienvenue. Si vous venez de vous joindre à nous, c'est la dernière partie de cette édition de Rabat et ce soir on parle littérature. Amour, cafetan et escarpin, c'est le titre du premier roman de Latefa Taïah, paru aux éditions Le Fenech. Elle y raconte, sur fond de mariage d'une amie d'enfance, la vie d'un petit quartier de la ville de Compiègne, en Picardie, où elle a grandi. On y retrouve les portraits attachants des premières générations de migrants, le maintien des traditions maintenues vivantes par de vieilles habitudes, mais aussi des questions sur l'émancipation des filles et sur les changements entre générations. Latefa Taïah est avec nous ce soir pour nous présenter son roman. Latefa, bonsoir et merci beaucoup d'être avec nous. Merci à vous de m'inviter. C'est un vrai plaisir. Alors, je le disais, l'héroïne de ce roman raconte la vie de son quartier à Compiègne, en Picardie. C'est là où vous-même, vous avez grandi. Alors, quelle est la part d'autobiographie dans ce roman ? Alors, la narratrice, Aïcha, ce n'est pas Latefa, ce n'est pas moi, mais c'est vrai qu'elle incarne en fait les filles de ma génération qui portent un regard assez particulier sur le quartier dans lequel elles ont grandi. La plupart ont quitté ce quartier et voilà, sentent aussi un décalage avec les plus jeunes générations, la génération qu'on appelle des petites sœurs. Donc je voulais en fait transmettre ce regard-là sans pour autant voilà, trop m'impliquer et m'investir. Donc j'ai fait en sorte que Aïcha soit une espèce de patchwork des différentes Mais vous avez quand même dû convoquer beaucoup de souvenirs d'enfance, de souvenirs de voisins, de souvenirs des relations et de vie dans ce quartier pour écrire ce roman. Complètement. Et d'ailleurs, il y a même une petite partie qui est très personnelle, c'est son arrivée à Paris quand elle rentre d'un week-end à Compiègne et qu'elle raconte en fait son rapport au quartier, la manière dont elle a coupé le cordon ombilical avec le quartier. Là, c'est vrai qu'on peut dire que sur 2-3 pages, c'est purement autobiographique. Alors, est-ce que le fait de partir, de s'extirper en quelque sorte de ce quartier permet le recul nécessaire pour en parler? Est-ce qu'on ne peut parler du quartier que quand on s'en est éloigné quelque part? Disons qu'on en parlera forcément différemment, avec un recul, avec ce que nous sommes devenus. On est toujours les parties de notre vie, donc forcément on a un regard plus distancié et peut-être effectivement on met un petit peu les choses en perspective, on compare, on se rend compte aussi de la relation fusionnelle qu'on peut avoir avec la famille, avec les parents. Il y a des moments de doute, de questionnement avant de trouver finalement sa place? Forcément, on est toujours tiraillé par le doute, même dès lors que l'on part, que l'on quitte le quartier. Moi, je suis partie, j'avais à peine 18 ans. Donc j'avais quelque part comme un sentiment de culpabilité. J'ai un petit peu vécu mon départ à la fois comme un affranchissement, une émancipation, parce que c'est quand même un carcan où on est complètement en osmose avec tout le monde, et en même temps comme un sentiment de trahison, de me sentant moi-même changer, donc une sorte d'infidélité, en me disant je ne suis plus dans la trajectoire que m'ont tracé mes parents et je prends moi-même des tangentes. J'invente mon chemin. Et voilà. Vous le dites d'ailleurs très bien à un moment dans votre livre, vous dites « Aujourd'hui, je suis la combinaison de tout ce qui m'a traversé. Je suis mon quartier, je suis ma vie parisienne, mes voyages. Je suis tout ce que la vie m'a apporté et j'ai fini un jour par poser le lourd fardeau de la culpabilité. Non, vivre comme je vis n'est pas un renoncement. » Voilà. C'est propre aux femmes de votre génération, ou de notre génération? Disons que c'est propre à la quête identitaire quand on appartient à plusieurs cultures. Et c'est vrai que à la fois culturelle, sociale, parce que nous on n'était pas on allait dans des écoles plutôt bourgeoises, très franco-françaises. Enfin même la Picardie, c'est resté quand même une région assez fermée. Enfin les Hauts-de-France aujourd'hui. Et en même temps, on vient avec une religion différente, une culture différente, etc. Et donc c'est d'essayer de composer avec tout ça et de savoir qui on est dans tout ça. Alors, dans votre livre, vous racontez donc la cérémonie de mariage ou l'étape du mariage d'une jeune fille, Dounia, qui est un peu plus jeune que la narratrice. Vous avez voulu souligner le changement entre les filles selon les générations ? Alors, en fait, le mobile principal, c'était pas tant le mariage n'est qu'un prétexte, en fait. Moi, au départ, j'ai voulu écrire ce livre pour plusieurs raisons. Une des raisons, c'est que quand je suis venue m'installer au Maroc, là, en ce moment, on est en pleine haute saison, les MRE arrivent, comme on les appelle. C'est un cycle, les MRE, c'est des chiffres. Les Marocains ne les connaissent pas toujours. Et du coup, je me suis rendu compte que la rive nord de la Méditerranée n'avait pas le monopole du cliché sur les binationaux, entre guillemets, en général.
général. Et qu'ici aussi, on était en proie à des clichés. Donc ce livre, je l'ai écrit en étant au Maroc, justement parce que j'avais envie voilà, d'inviter à la marocaine, d'inviter les gens à entrer dans nos appartements étriqués, mais très très beaux et très jolis. Vous les décrivez avec beaucoup de détails et de précision. Voilà. Et en même temps, je me suis dit comment ne raconter tout ça sans être dans un discours victimisant, victimaire, etc. J'avais envie de légèreté, qu'on aborde la migration sous un angle voilà, plutôt drôle. J'ai essayé. Et puis très vivant, parce que voilà. là, c'est un patchwork de personnages exactement. Haut en couleur, très attachant, drôle, agaçant aussi. Parfois, c'est un vrai tourbillon, finalement, la vie donc, dans ce quartier. Tout à fait. Donc, le mariage, c'est voilà, le cœur, on va dire, de l'histoire. En fait, c'est pour à la fois aborder ça sous un angle léger et aussi parler de cette transmission de notre patrimoine culturel à travers nos parents, comment nous on vit cette transmission-là. Mais le personnage d'Ounia est quand même un personnage clé parce qu'elle est très différente de Aïcha. D'ailleurs, Aïcha ne se gêne pas pour lui dire tout ce qu'elle ne comprend pas dans son attitude, sa volonté de coller absolument à ce qu'on attend d'elle. Et ça, c'est quelque chose que vous pensez que c'est quelque chose qui est caractéristique des nouvelles générations de binationaux en France aujourd'hui? Alors, Dounia incarne les filles plus jeunes, en fait, la génération plus jeune. Et peut-être que c'est très schématique, mais en tout cas, moi, à l'échelle de mon quartier, c'est véridique. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de filles qui viennent d'autres quartiers, enfin même d'hommes, qui viennent d'autres quartiers, qui ont lu ce roman, ou même d'autres villes, et qui retrouvent cette configuration-là entre les aînés et leurs sœurs. Avec des sœurs qui sont beaucoup plus soucieuses de préserver le patrimoine transmis par les parents, qui sont souvent pressés de se marier à la marocaine, qui sont restés extrêmement fidèles aux traditions, avec certes, bien sûr, une modernité. Maintenant, quand on va dans un mariage dans les quartiers, vous avez le bar à sushi, vous avez aujourd'hui, on honore les mariés, c'est-à-dire on célèbre les mariés, ce qui n'était pas le cas dans les mariages avant. C'est-à-dire qu'on a la biographie de la mariée, du marié. Donc il y a des modifications, des évolutions. Il y a de nouvelles touches, mais il y a quand même ce souci de préserver en fait le socle. Mais est-ce que les aînés, les filles plus âgées qu'incarne par exemple Aïcha, sont moins soucieuses des traditions pour autant? À mon époque, elles étaient beaucoup moins soucieuses de ces traditions. Je pense comme on était la première génération d'enfants d'immigrés, il y avait peut-être un souci de s'affranchir. Nous, on a servi on était le laboratoire de nos parents. Donc il y a eu cette espèce de peur aussi de nous perdre dans la migration. Nos parents, quand ils sont arrivés, ils étaient encore quand même un petit peu, pour certains, traumatisés par l'époque coloniale. On allait chez le colon, sur l'ancien occupant, qui n'était pas si vieux, 56, quand on était au milieu des années 70. Donc je pense qu'il y a peut-être ce traumatisme qui fait qu'on avait aussi peur de voir comment allaient grandir nos enfants dans l'environnement français, enfin européen. Et donc du coup, ils étaient beaucoup plus soucieux de rester figés dans les années 60 et 70 qu'ils ont laissés au Maroc. Et je pense que du coup, la coercition était beaucoup plus forte. Ça, c'est mon point, enfin, c'est ma réflexion personnelle pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Que vous avez sans doute retrouvé, partagé. Et donc, c'est vrai que les aînés ont eu ce souci de s'affranchir, de s'émanciper, de travailler, d'étudier, d'aller loin. Qu'on retrouve moins chez les plus jeunes générations. On le retrouve, je pense, mais avec aussi quand même un rapport beaucoup plus décomplexé à d'où l'on vient, avec moins de bataille interne identitaire. Alors, on va laisser nos téléspectateurs découvrir Amour, Caftan et Escarpin. On ne va pas tout dire. On espère néanmoins avoir donné l'envie de cette lecture. Et puis, Latefa Taillard, vous vouliez aussi parler de votre coup de cœur pour l'été et pour nous peut-être donner d'autres conseils de lecture pour cet été? Alors, oui, alors j'ai beaucoup aimé un livre qui s'appelle Photos de groupe au bord d'un fleuve. C'est un livre d'Emmanuel Dongala. C'est vrai que le Maroc s'intéresse aujourd'hui beaucoup à l'Afrique subsaharienne. C'est un portrait, c'est un ouvrage magnifique en fait. Ça se passe au Congo-Brazzaville et c'est le combat de femmes qui font du concasse pour se battre pour leurs droits, pour avoir
On rappelle le titre, photo de groupe au bord d'un fleuve. Au bord d'un fleuve. Merci beaucoup Latifa Taïah d'avoir été avec nous aujourd'hui. Donc on rappelle le titre de votre ouvrage, Amour, caftan et escarpin, et c'est aux éditions Le Fenech. Merci à vous tous et à vous toutes de nous avoir suivis. C'est la fin de cette édition de Rabat. Restez avec nous, la suite des programmes dans un instant sur Medi 1 TV. Et quant à moi, je vous souhaite un excellent week-end et vous donne rendez-vous lundi pour de nouveaux entretiens.